Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et pour l'update lecture de cette première quinzaine d'août. Nous sommes le 15 août et pile poil j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 romans à vous présenter. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 premières lectures, albums et BD. On va commencer par les albums, les BD et les premiers romans, parce que ça va être le plus rapide, je pense. Donc en fait, avec le prochain qui arrive en octobre, et j'espère que ça va que le temps va passer vite pour qu'on y soit vite, je me suis inscrite à deux nouvelles bibliothèques, donc la bibliothèque du village où on va aller et une bibliothèque que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment. Donc on y est allé hier avec mon fils et indubitablement nous sommes inscrits, donc 3 cartes en plus par bibliothèque. Et donc du coup on a fait quelques petits emprunts, pas piquer des hannetons. Donc on a commencé dans ma future bibliothèque de mon village. J'ai pris des premières lectures parce que j'avais envie, voilà, de retomber dans des choses un peu plus courtes, un peu plus, voilà, me remettre un peu dedans, dans la toute petite jeunesse, parce que je me suis enchaîné pas mal de gros pavés là ces derniers jours. Donc j'avais envie, voilà, d'un peu de légèreté. Donc Mission Animaux, SOS Éléphant en détresse de Mathilde Paris, chez Ozu, donc c'est la collection Pas à Pas, donc les premiers romans à partir de 7 ans. Ma foi, c'était vraiment très sympa. Je pense que ça peut être... c'est pas je dirais pas que c'est ma première lecture préférée qui traite des animaux, parce que vraiment pour l'instant, c'est les animaux de loup qui sont indétrônables au niveau des premiers romans qui traitent des animaux. Mais cependant, ça peut être vachement intéressant pour tout ce qui est dépaysement, parce que là, du coup, on va suivre Félix qui a 10 ans, qui vit dans une famille qui a toujours baigné dans les animaux. Sa maman est reporter animalière et du coup, ils vont partir en Thaïlande, faire un reportage là-bas et il va devoir sauver du coup un éléphanteau. Et de ce que j'ai vu, il y a 8 tomes, ou plus, ça se peut avec les premiers romans. Et en fait, voilà, chaque tome, ce sont des animaux sauvages différents. Donc voilà, ça peut être pas mal si vous voulez des animaux, mais voilà, qui avec tout ce côté voyage et culturel qui n'est pas par exemple dans les animaux de loup, mais personnellement, je préfère les animaux de loup. Mais pourquoi pas de temps en temps, vous voyez, quand j'ai envie de me replonger dans des petites lectures, pourquoi pas la continuer, mais bon, voilà, c'est pas non plus la meilleure, quoi. Ensuite, avec grand plaisir, j'ai trouvé le cycle 2 de la saga des dragons de Eric Sanvoisin. Dans ma bibliothèque, enfin là actuellement dans mes cartons, j'ai le premier cycle qui est l'enfant dragon. Donc il y a 4 ou 5 cycles de 3 tomes à chaque fois, donc ça c'est le deuxième cycle. Et en fait j'étais un petit peu peinée parce que je trouvais le cycle 2 nulle part, et donc du coup c'est dans ma nouvelle bibliothèque de mon nouveau village où j'irai que j'ai trouvé le cycle 2. Ils ont aussi le 3 et le 4, donc ça va être une série que je vais suivre parce que voilà, il y a vraiment une histoire qui se suit, qui est très palpitante. Les personnages sont vraiment très intéressants. Et je trouve vraiment que cette série de première lecture est d'une qualité immense. Et je pense que voilà, si je tombe dessus d'occasion, j'aimerais bien me les fournir tous. Parce que du coup, l'enfant dragon, j'ai le coffret avec les 3 volumes dedans. Et j'aimerais bien avoir, en fait, du coup, les coffrets de chacun des cycles. Parce que ça peut vraiment donner plaisir à lire à tous les enfants, filles ou garçons, qui sont fans de dragons, qui sont fans de fantasy, d'aventures rapides, avec des guerres, de batailles. C'est plus des batailles, même si... Voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. Et puis c'est pareil, hein, chez Ozu, la collection Pas à Pas, c'est vraiment magnifique. C'est très beau, on est sur des livres qui font 60 pages, mais il y a quand même pas mal d'illustrations qui prennent une demi-page. Quand c'est un nouveau chapitre, ça vous prend du coup une page entière plus une demi-page. Enfin voilà, c'est quand même assez aéré, et moi j'adore vraiment beaucoup cette collection Pas à Pas. Et ils ont énormément de premiers romans sur tout plein de sujets. Mais moi voilà, c'est vraiment la saga des dragons qui me botte énormément. Niveau fantasy, c'est vraiment le top.
Ensuite, une BD, écoutez, que j'ai pris parce que voilà, pareil, ça fait des BD, ça faisait un petit moment que j'en avais pas lu. Je suis tombée dessus. Comment vous dire que il y a une critique sur Babelio et ça disait que c'était sans intérêt. Je comprends totalement parce qu'en fait, apparemment, c'est tiré d'une série télévisée que je n'ai jamais vue, entendue. Il y a, je crois, une vingtaine de romans. Mais alors, j'ai trouvé l'histoire vraiment nulle à chier. Voilà, je suis désolée, faut le dire. Mais on est sur une mortelle qui devient vampire et qui est amoureuse d'un mortel. Elle a peur de l'embrasser parce qu'à chaque fois qu'elle se voit en train de l'embrasser, il y a ces crocs de vampire qui sortent. Et du coup, elle a peur. Et en fait, à côté de ça, de son amourette avec le mortel, il y a un vampire qui essaye à tout prix de sortir avec elle, quitte à lui faire du chantage, quitte à franchement, la kidnapper pour la forcer à sortir avec elle. Enfin, vraiment... aucun intérêt cette histoire. Quand on parle de la dark romance, que c'est vraiment comment, enfin c'est très boycotté en ce moment la dark romance parce que c'est pas les bons exemples qu'il faut donner aux jeunes filles dans les relations, etc. Mais on a exactement le même genre de relation toxique dans une BD à destination de 7 et plus, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas que la dark romance qui propose des schémas romantiques pas du tout sains, quoi. Hein. Il suffit de prendre cette BD pour avoir le parfait exemple que il y en a de partout, en fait, de ce genre de relation. Et là, c'était vraiment, vraiment n'importe quoi, quoi. Enfin, vraiment, c'est... En plus, le mec, il est super insistant, il se prend pas pour de la merde et tout. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. Il la kidnappe, il la force. Enfin, bon. Voilà. Rien de positif à dire là-dessus. Ensuite, alors, je sais pas pourquoi celui-ci est en BD. Pour moi, je l'aurais plus mis en album ou, à la limite, roman illustré. Mais du coup, j'ai pris cet album... Enfin, pour moi, c'est un album, hein, c'est pas une BD. Enfin bon. Scélérato et la sorcière sans fesses. Écoutez, c'est une... Alors, c'est classé en BD, hein, mais à l'intérieur, ça se présente plutôt comme un album. Et dire, voilà, c'est du texte illustré, quoi, comme un album. Enfin bon, alors j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc c'est l'histoire de Scélérato qui est une sorcière, vraiment tout ce qu'il y a de plus répugnant, qui se glisse la nuit dans la chambre des enfants pour transformer leurs rêves en pire cauchemar. Jusqu'au jour où une petite fille en a vraiment marre de vivre d'atroces choses chaque nuit, et elle va s'intéresser de plus près à cette sorcière, et elle va découvrir, grosso modo, que si elle est méchante, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et du coup, c'est bourré d'humour, c'est bourré de plein de choses répugnantes qui feront bien rigoler les enfants avec la saison d'Halloween qui approche. Je pense que c'est vraiment une histoire qu'on peut lire. Je pense que j'essaierai de la lire au boulot si j'arrive à la faire acheter ou autre. Parce que c'est vraiment, vraiment chouette, il y a vraiment beaucoup de couleurs, on est très dans les couleurs vert cacadois, avec plein de trucs dégueux, des araignées, du vomi. Enfin bon, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, en fait, ce qui se passe avec cette petite sorcière, c'est pas habituel, mais du coup, ça va traiter aussi des différences physiques, et de la moquerie, de la honte, et de comment se jouer de ce qui nous rend différents et l'accepter comme une force. Donc, très très bonne découverte. Ensuite, j'ai pris quelques petits albums, là, pour mon fils, parce que, bah, du coup, voilà, moi, les albums du boulot, je les connais pas tous, mais on a quand même une petite collection, donc on fait assez vite le tour, donc j'avais très envie de découvrir de nouveaux albums. Je vais commencer à les lire à mon fils ce soir, là, j'ai 15 jours de vacances, donc voilà, chaque soir, on fera une petite histoire, donc je vais vous en parler vite fait. Il y avait Tex la Terreur, de Paul Martin, chez qui? Il n'y a pas marqué. Alors ils ont mis l'étiquette sur l'éditeur. Chez Seuil Jeunesse. Très très bonne histoire. J'ai pris beaucoup parce que en fait à la base je l'ai pris vraiment juste pour la couverture. Enfin pour l'objet lui-même. Et à l'intérieur c'est splendide.
C'est vraiment, vraiment splendide. Là, on va parler surtout de la peur de l'inconnu. On va parler un peu des préjugés qu'on se fait de quelqu'un qu'on connaît pas. Parce que du coup, des animaux de la forêt vont entendre parler d'un mystérieux américain qui va débarquer dans la forêt, près de chez eux. Et du coup, ils vont se monter des scénarios rocambolesques sur cet affreux texte La Terreur. Alors qu'en fait, ils sont bien loin de ce qu'ils pensaient. Mais vraiment, moi, j'adore ce genre de graphisme. Je vais vous montrer une planche qui m'avait vraiment super bien plu. Elle est où? Déjà, elle suit là. Moi, j'adore ça. Vraiment, la tête des animaux, je les trouve vraiment sublimes. C'est une très très belle histoire aussi. Je vais beaucoup m'amuser à la lire à mon fils. Donc, je vous le conseille fortement aussi. Ensuite, Roald Dahl, je n'avais jamais lu d'album de Roald Dahl, j'avais lu que des romans. Donc là, c'est Mon Papa est fantastique, c'est une nouveauté du coup de la bibliothèque, enfin là, quasi tous les albums, c'est la bibliothèque que je voulais aller depuis longtemps. Donc c'est assez drôle, Mon Papa est fantastique. C'est drôle, c'est touchant, c'est coloré, ça fait plaisir au papa. Voilà, vraiment, c'est une très bonne manière aussi de faire rimer les choses et de jouer un peu avec les mots et tout en lisant l'histoire aux petits. Voilà, très très bien. Ensuite, 2 petits livres, ma foi, très 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 beaux et originaux. C'est chez Père Fouettard, du coup, donc Ciao et la mer et Ciao la campagne de Sarah Khoury. Alors, j'ai beaucoup aimé ce type de livre, parce qu'en fait, à l'intérieur, les pages, elles sont cannelées. Je sais pas si vous allez entendre le bruit que ça fait, mais... En fait, c'est cannelé, c'est pas des pages lisses, elles sont rugueuses. Et du coup, ça donne un graphisme, ma foi, très chouette et très doux. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite histoire, et en fait, on va suivre ce petit doudou qui va vivre des aventures en compagnie de son enfant. Et donc, du coup, là, ils vont aller à la campagne, et là, ils vont aller à la mer. Et du coup, ils vont découvrir tous les animaux. Ils vont rencontrer Doudou Ciao va rencontrer pas mal d'animaux pendant ses escapades. Donc c'est une très belle manière aussi d'introduire les animaux à vos enfants. En plus, du coup, là, dans les remerciements, ils remercient chaque petite bestiole qu'ils ont croisée. C'est très très drôle. Et là, c'est la même chose aussi pour ce qui est des animaux de la campagne et de ce qu'on peut y faire. Grimper, se reposer, aller manger, enfin... Voilà, vraiment, vraiment plein de petites choses très très sympas. Ma foi, s'il y en a d'autres de cette collection, ciao, j'aimerais bien suivre d'autres de ces aventures, quoi. C'est vraiment, vraiment chouette. Ensuite... une histoire qui m'a beaucoup plu aussi. L'invité mystère de Isabella Paglia chez l'édition Circonflexe. Là, on est sur un album aussi que j'aime énormément, avec des animaux des bois. De toute façon, c'est que des animaux. Quand les albums que je lis, c'est quasi que avec des animaux. Donc là, ça va être vraiment sur le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de la gentillesse et surtout de la patience de laisser les personnes qui sont un petit peu effrayés ou qui viennent avec quelques bagages troués et les laisser venir petit à petit pour les aider. Et je l'ai trouvé splendide, là aussi, très très beau. Très très beau. On va apprendre à connaître différents animaux, des animaux de la forêt. Et en fait, ces animaux-là, du jour au lendemain, ils vont trouver une boîte avec 2 trous, et en fait ils vont essayer de faire sortir la bébête qu'il y a dedans. Ils vont essayer différents moyens, etc. pour essayer de le faire sortir jusqu'au moment où ils trouvent la parfaite solution pour mettre en confiance la petite bébête qu'il y a dedans. Donc vraiment une très très belle histoire d'amitié que je recommande beaucoup à ceux qui parfois peuvent se sentir seuls ou parfois ne savent pas comment aller vers les autres, etc. C'est très poétique. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet album. Ensuite, là, alors celui-là, je l'ai pris juste parce que le côté graphique m'avait vraiment plu, parce que je l'ai trouvé super original. C'est pas du tout les choses que j'ai l'habitude de lire ou vers lesquelles je me dirige de manière naturelle. Donc c'est Max et Lula, voilà. Donc c'est un album souple et c'est chez qui? Bah alors, j'ai l'impression que c'est
Ah non, c'est chez l'imprévu. Donc là, on est sur un graphisme que je n'ai pas du tout l'habitude, mais que j'ai bien aimé, de par toutes ces couleurs, qui est vraiment très très jolie. Ça en met plein les yeux, hein, carrément. Les couleurs sont vraiment chatoyantes. Et donc là, du coup, ça va être l'histoire de Max qui adore, enfin, qui est amoureux de Lula. Et il va essayer différentes manières de se faire remarquer et d'essayer de l'approcher pour lui dire qu'il l'aime. Et il va se rendre compte que des fois, on n'est pas obligé d'en faire des mille et des cents pour pouvoir dire à quelqu'un qu'on l'aime. On n'a pas besoin de se prendre pour quelqu'un d'autre, on a juste à être soi. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Une manière très humoristique d'apprendre à nos enfants que parfois, le meilleur des choix qu'on a, c'est juste d'être nous-mêmes et de ne pas essayer de faire comme les autres ou mieux que les autres. Voilà, il faut trouver notre soi qui est à l'aise pour faire les bonnes choses. Ensuite, dernier album. Alors lui, je l'ai pris parce que je suis amourachée. Nous sommes amourachés de notre lapin chamallow. Je pense que cette histoire, ce sera papa qui la lira parce que vraiment, il adore les histoires de lapins. Donc là, c'est un lapin et un lapin et un lapin. Mon Dieu, mais à chaque fois, ils mettent les étiquettes sur le nom des éditeurs. C'est pas bien, ça. Chez Mine Édition. Alors là, on va parler de la fraternité et de la solitude. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, on va avoir un petit lapin, lui, qui a l'habitude d'avoir sa chambre, d'avoir sa nourriture, d'avoir ses jouets, etc. Et puis, on sait bien que les lapins, ça fait des bébés beaucoup et souvent. Et donc, du coup, ce petit lapin, il va se retrouver très très vite à être frère et sœur avec plein de lapins. Et voilà, ils vont se retrouver beaucoup. Et puis au final, on va voir comment il va s'en sortir et comment il va accepter le fait de ne plus être seul et de devoir partager avec tout le monde. Donc là aussi, un très très bel album avec une très très belle morale. Et franchement, moi, cet album, je l'aime beaucoup. Là, je les ai mis sur Babelio. En général, quand je lis des albums, je les mets pas forcément dans mes comptes mensuels, si vous voulez. Mais là, j'ai décidé à partir de maintenant de les mettre parce que ça compte comme des livres lus. Et puis j'ai envie d'avoir une trace de tous les albums que je lis à mon fils quand il sera petit, enfin maintenant. Et puis voilà, si j'ai l'occasion ensuite de pouvoir m'acheter quelques albums que j'ai beaucoup aimés en emprunt, et bien voilà, je serais bien contente d'avoir une trace de ces lectures quelque part. Voilà pour tout ce qui est... oui, alors il y a une BD que j'ai lue aussi, mais ça vous aurez une chronique écrite sur Instagram, parce que c'est un service presse avec NetGalley et la maison d'édition Jungle, donc ça vous verrez bien sur Insta. Ensuite, niveau roman, du coup. Niveau roman, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai 10 romans, mais il y en a 2 qui vont aller ensemble. Il y en a 4 qui vont aller ensemble. Donc, au final, ça va faire 2, 3, 4, 5, 6 avis. Je vais commencer par celui-là. Donc, c'est Moi, mon grand-père et mes 1000 trucs dingues à faire chez Milan. Ce livre-là, je l'avais acheté, papy était encore avec nous et j'avais beaucoup de mal à le sortir parce que il me faisait assez peur dans le sens où l'histoire, c'est l'histoire d'un petit-fils qui va hériter de pas mal de sous de sa belle-grand-mère. Et sa belle-grand-mère va lui dire, écoute, je te donne tout cet argent pour que tu puisses prendre soin de ton papy jusqu'à son décès. Et donc du coup, on va suivre voilà, cette histoire rocambolesque, cette relation qui n'était pas du tout qui était pas du tout prévue parce que ni le grand-père ni le petit-fils étaient au courant de l'existence de l'un et de l'autre. Et du coup, ce petit garçon va vraiment se démener pour respecter la dernière volonté de sa belle-grand-mère et va tout faire pour rendre la vie de son papy meilleure avec cette to-do list de choses à faire avant de partir. Et ce livre me faisait extrêmement peur parce que papy est parti, mon fils n'a pas eu le temps encore d'apprendre à dire papy. Et en fait, papy, c'était vraiment la dernière chance pour que mon fils il ait
un papy digne de ce nom, et j'avais très peur de le lire parce que je sais que ce que je lirai là, tout ce qui va se passer entre ce petit-fils et ce grand-père, mon fils ne le connaîtra jamais. Et rien que là d'en parler, c'est compliqué, mais cette lecture m'a vraiment chamboulée pour la raison que je viens de vous expliquer juste là. Mais elle m'a chamboulée parce que c'est vraiment une histoire qui est juste et qui m'a fait énormément réfléchir sur les liens familiaux. Et je pense qu'il ferait du bien à tous ceux qui ont perdu un papy ou tous ceux qui adorent leur papy, voilà, tous ceux qui ont une relation extrêmement forte avec leur grand-père. Parce que ça fait vraiment du bien au cœur, que ce soit dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions, dans le cas d'un décès. Et je pense que ce livre-là, si mon fils aime lire, parce que je ne vais pas le forcer à lire s'il n'aime pas lire, mais s'il aime lire, je vais prendre soin de ce livre-là pour lui faire lire et voilà, lui faire découvrir, lui faire imaginer que tout ça, il aurait pu le faire avec son papy, parce que vraiment, papy Georges, il ressemblait énormément à ce papy-là qui était parfois très réservé, qui était pas très expressif, mais qui au final, quand il était assez relax, qui était en confiance avec les personnes, il se détendait beaucoup et il partageait beaucoup de sa vie d'avant, il était très foufou, il était ouvert à faire plein de choses, et juste pour rendre heureux Léon en fait. Pour rendre heureux Léon, en 1 an et demi, il a fait vraiment énormément de choses pour lui. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire lire à Léon s'il aime bouquiner, pour que il imagine sa relation avec papy comme elle aurait dû être. Ensuite, après ce côté émotionnel, Nightworld, tome 7. Donc La Chasseresse de L.J. Smith chez Michel Lafon. Donc maintenant il me reste plus que le 8 et le 9, sauf que le 8 et le 9 sont dans mes cartons, donc je ne pourrai pas les lire avant octobre, donc il va falloir que je me bouge le cul, parce que c'était dans mon objectif 2024 de finir, enfin c'était dans mes objectifs 2024 de finir cette série. Donc écoutez, celle-là, ce tome-ci, je pense que je l'ai plus aimé que le 6. Il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu parce qu'il y a toute une question sur qui on est et si on est défini par nos origines, par nos actes ou par ce qu'on dit de nous. Il y a pas mal de réflexions, voilà, sur ce que c'est d'être soi, ce que ça implique. Est-ce que on est comme on est parce que il s'est passé ça avant, ou est-ce qu'on est comme on est parce qu'on a fait ça de notre plein gré. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment ce genre de choses là qui se passe dans cette histoire, parce que en fait notre héroïne va découvrir ses origines familiales, et ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, et en fait elle va s'embrayer dans une espèce de fuite, parce qu'elle a peur que si on découvre ses origines, on ne la voit plus comme avant, elle-même est complètement perdue sur qui elle est, etc. Enfin, c'est vraiment toute une question de qui suis-je, qui on est, et je l'ai trouvé plutôt bien, très psychologique. On a de l'action, comme dans tous les Nightworld, mais voilà, ce côté psychologique m'a beaucoup plu ici. Parce qu'on a vraiment le personnage qui va se remettre en question du début à la fin, et donc du coup, ça m'a fait un peu penser à moi, parce que c'est vrai que même moi, dans ma tête, c'est vraiment beaucoup de remise en question tout le temps, des fois pour rien, hein. Mais voilà, je me suis assez reconnue en cette héroïne dans ce tome-là, donc j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé. Ensuite, justement, alors ça fait partie de mes coups de cœur 2024, d'accord? C'est une série fantasy, écoutez, Béni des dieux, Le réveil du feu de Aisling Fowler, chez Nathan. Donc ça c'est le tome 2 et le tome 3. Le tome 1, il est où? Je l'ai déjà enlevé? Ah, il est là. Ça c'est le tome 1. Donc le 1, le 2 et le 3. Donc celui-là je l'avais lu en juillet. Et là en fait, j'ai lu, je me suis acheté... le tome 2 en fait n'arrivait pas à la bibliothèque
où je l'avais réservé et je crois qu'il n'a toujours pas été rendu depuis mi-juillet. Donc j'ai craqué, je me les suis achetés sur Momox. Les 3 étaient, je crois, à 10 balles, alors que le tome 3 est sorti il y a 2 ou 3 mois, je crois. Donc c'était vraiment une opportunité de dingue pour que je m'achète la trilogie entière, donc j'ai sauté dessus. Et dès que je les ai reçus, je les ai pas lus de suite parce que vraiment le tome 1 il avait un coup de cœur phénoménal, donc j'avais un peu peur que ça se tarisse au fil des romans. Donc j'ai mis quoi? Allez, quand je dis que j'ai du temps, j'ai dû mettre une semaine. Ils sont restés une semaine sur ma bibliothèque avant que je les lise. Puis au final, je me suis jetée, j'ai lu le tome 2 et puis le tome 3 a direct suivi. J'ai mis 2 jours. 2 jours, un jour par livre en fait pour les lire. C'est quand même des petites pavasses. Hein. Le tome 3 à la limite il fait 421 pages, mais le tome 2 pardon, et le tome 3 il en fait quand même 478. Donc c'est des beaux bébés. Hein. Mais alors l'histoire de fantasy les amis, elle est géniale. Vraiment, c'est épique. Ça touche vraiment quasi à de l'héroïque, à de la fantasy médiévale, pardon. Heroic Fantasy, j'ai déjà lu aussi ça dans les chroniques, ça s'apparentait, mais je suis pas spécialiste du genre Heroic Fantasy pour vous dire si ça ressemble vraiment à ça ou pas. Mais niveau fantasy médiévale, oui, on y est carrément. Avec de la magie, avec des créatures très bizarres, avec des prophéties, avec des pouvoirs, avec il y a une dimension humaine là-dedans qui est énormissime. Les relations amicales, amoureuses, familiales, hiérarchiques aussi, sont vraiment super importants dans l'histoire parce que ça va être vraiment le cœur de l'histoire et tout va pivoter autour de ça en fait parce qu'on va vraiment être mené par ces personnages, on va être attaché à eux, on va vouloir les suivre, on va avoir peur, on va avoir hâte. Celui-là, j'ai mis un jour pour le lire. J'aurais pu le lire plus vite, mais j'allais un peu à reculons parce que j'avais pas envie de finir cette histoire tellement j'étais immergée dedans. J'avais pas envie de quitter ces personnages qui étaient hyper touchants. Et ce monde qui, ma foi, est tombé un peu dans le chaos dans le tome 2, mais surtout dans le tome 3, on est vraiment dans le chaos. Mais j'avais pas envie de quitter tout ça parce que l'histoire est vraiment fabuleuse. C'est vrai qu'à un moment donné, il me restait une centaine de pages, je crois. Et je me souviens avoir dit à mon mari, j'ai hâte de finir l'histoire. Pas parce que j'en avais marre, mais parce que c'était vraiment très très sombre. Et du coup, j'avais hâte en même temps que les personnages que cette guerre se finisse en fait et que on puisse respirer un peu parce que les pauvres, vraiment, ils ont pas de minutes de répit là-dedans. Et c'est parce que ça ne fait que bouger. Et c'est quand même énorme que en 421 pages et 478 pages, on ne s'ennuie pas. Ça bouge tout le temps. En plus, dans celui-là, on a 2 points de vue différents. Donc, on a 2 histoires qui vont s'interposer, ce qui fait que le rythme est allaitant. Je vais vous lire à la limite le résumé du tome 1, si vous voulez, parce que si je vous raconte le 2 et le 3, ça va totalement vous spoiler. En terre d'Ardis, peuplée de monstres, les chasseurs sont de formidables guerriers chargés de maintenir la paix. La jeune orpheline 12 a prononcé le serment des apprentis chasseurs, mais elle cache un sombre secret. En vérité, elle veut apprendre à se battre pour venger sa famille. Pourtant, quand la loge des chasseurs est attaquée et que des gobelins enlèvent une jeune apprentie, 12 se retrouve malgré elle embarquée dans une aventure dangereuse, à travers les étendues enneigées et les forêts profondes. Ce qu'elle va découvrir pourrait bien changer à jamais sa destinée et celle de son monde. Ça peut vous paraître un peu bateau comme style d'intrigue, parce que ça peut être du vu et du revu, etc. C'est de la fantaisie jeunesse, voilà, il y a pas mal de clichés autour de la littérature jeunesse déjà. Mais alors autour de la fantaisie jeunesse, on est bien servi. Mais, vraiment, je l'ai trouvé immensissime. Vraiment une excellente trilogie. La dernière fois que j'ai eu un coup de cœur pour une saga fantasy, c'était l'année dernière avec Sentinelle du Royaume Sauvage de je sais plus qui. Sentinelle du Royaume Sauvage et aussi les Royaumes Sauvages d'Amanda Foody.
Voilà, c'est pas non plus hyper fréquent que j'ai des coups de cœur de fantaisie jeunesse, mais je m'estime comme un peu plus légitime de vous dire ça, dans le sens où je lis beaucoup de fantaisie jeunesse, de fantastique jeunesse, je lis quasi que de ça. Donc, pour moi, quand je dis que cette série est un coup de cœur, qu'elle mérite, je pense que vraiment, vous ne serez pas déçus. Parce que voilà, parmi tout ce que je lis, j'ai pas mal de choses auxquelles me fier pour savoir si c'est de la qualité, si c'est original, si c'est bien écrit, au niveau du rythme, au niveau des personnages, si c'est creusé, si c'est pas creusé, si c'est en surface, au niveau des paysages, de la description, etc. Donc écoutez, vraiment, foncez pour cette trilogie, elle est splendide. Et puis voilà, et puis de toute façon, en plus, ce sont de très beaux objets livres, et puis en plus, ça va vraiment aller crescendo du premier au dernier tome. Voilà. Et je pense sincèrement que d'ici 3 ou 4 ans, quand vraiment j'aurai oublié les choses dans le détail, je pense que je me ferai un plaisir de la relire. Vraiment beaucoup. Là, ça commence à me trotter un peu de me relire Sentinelle du Royaume Sauvage, parce qu'en plus, il y a Rêve ta vie en lecteur qui en parle très souvent. Parce qu'elle aussi, c'était un coup de cœur. Et en plus, elle a annoncé qu'elle avait eu une info comme quoi il y aurait possiblement un tome 3. Ça fait très plaisir, mais en tout cas, voilà, vraiment, foncez, c'est génial. Ensuite, avis combiné pour 4 livres. Donc j'ai lu le tome 2, 3, 4 et 5 des Enfants de la Balme chez MAM, enfin chez la maison d'édition MAM. Donc pour la petite info que je ne savais pas avant d'attaquer ces différents tomes, c'est une maison d'édition chrétienne. Vraiment, enfin c'est dans sa ligne éditoriale. Et du coup, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette maison d'édition. Le tome 1 des Enfants de la Balme m'a vraiment beaucoup plu. Je l'avais lu en même temps que Les Enfants de la Résistance au moment de la commémoration du débarquement du 6 juin. Et du coup, je m'étais lancée dans le tome 1 des Enfants de la Balme et Les Enfants de la Résistance. Et dès que j'ai fini le tome 1 des Enfants de la Balme, j'ai directement passé commande du tome 2, 3, 4, 5. Et je vais précommander la sortie du 6e tome en septembre, qui sera du coup le 6e et dernier tome de cette série. Donc là, pour la petite histoire, on va être dans un petit village. Donc en soi... tout ce qui est nom des villes, nom des personnages et tout, ça va être très fictif, ça va être inspiré de faits réels, mais ça va être fictif, sauf quelques personnages, comme par exemple le père Favre a vraiment existé. Et donc du coup, il y a une recherche historique vraiment immense. Donc là, on va être dans le village de la Balme, qui est en zone occupée. Voilà, ici. Et en fait, ça va être des enfants qui vont s'intégrer à la résistance du haut de leurs 11 ans jusqu'à 15 ans. On va être du coup, voilà, dans de la petite résistance à leur moyen, on va dire, mais on va être aussi du côté de la grande résistance parce que on va suivre l'histoire du grand frère Jean qui va rentrer dans la résistance et qui va faire partie des premiers maquisards en Haute-Savoie. Et donc du coup c'est super intéressant. Moi qui adore cette partie de l'histoire française, parce que c'est quelque chose qui me fascine de par la cruauté dont a fait preuve l'humain dans notre pays, et puis la force française lors de la résistance, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très gros et de très important, je trouve, de se documenter là-dessus. Parce que c'est vrai que tout au long de mes lectures, je me suis posé de nombreuses questions, j'ai demandé plein de choses, parce que il y a certaines choses... quand on apprend l'histoire de la première et la Seconde Guerre mondiale à l'école, ça va pas souvent vraiment dans les détails, et puis on vous raconte ça au collège, et puis après on ne l'aborde plus, quoi. Et donc du coup voilà, ça fait vraiment du bien de se rafraîchir un peu la mémoire. Et puis ce qui est plutôt génial en fait, c'est que à chaque fin de tome, vous avez le dossier historique. Hop. Donc ça c'est l'épilogue. Vous avez vraiment le dossier
historique qui va reprendre donc quelques personnalités importantes de cette Seconde Guerre mondiale qui sera citée dans le roman. Vous aurez l'explication enfin. Vous avez des explications avec des dossiers documentaires, vraiment avec des photos et tout. Et puis vous avez la chronologie, à chaque fin de tome, vous avez la chronologie de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui s'est déroulé. Et il y a des choses, voilà, mais moi j'étais pas au courant. J'étais par exemple, voilà, je ne savais pas comment avaient été créés les maquis. Et du coup, j'ai vraiment appris ça. Et puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Ça fait à peu près 1 année par tome. Donc là, on arrive fin 1944. Donc le 6e tome qui va parler de la victoire, du coup, va parler de fin 1944 jusqu'à la fin de la guerre en 45. Mais voilà, en plus ce sont des tout petits romans, vous êtes à 200 pages par roman, donc c'est vraiment pas mal si vous souhaitez donner envie à vos enfants de s'intéresser à cette période de l'histoire, ou si justement ils sont en train de les voir à l'école et que vous voyez que ça les barbe un peu cette manière pédagogique qui est très dans le apprendre par cœur, etc. C'est vraiment ce genre de roman, et cette série en particulier, c'est vraiment top pour les intéresser à cette période historique qui est très importante à connaître. Donc voilà, vraiment énorme coup de cœur pour cette série là aussi, je la garde très précieusement aussi pour mon fils. Plus tard, si, voilà, comme je vous le dis, quand il sera au collège, quand ils parleront de cette période historique, je lui proposerai de lire ça pour vraiment voir les choses d'une manière un peu plus ludique, et voilà. Il y a quand même, l'église est très présente, la religion est très présente dans ces histoires, ce qui n'est pas forcément le cas quand on vous présente l'histoire en cours d'histoire, par exemple. Et en fait, on se rend compte que l'église, à cette époque-là, était vraiment super importante, parce qu'en fait, les pères et les personnes les personnes d'autorité religieuse, je suis désolée, j'ai pas tout le vocabulaire à ce qui touche à ça, ont eu un rôle extrêmement important, parce que c'était quasiment eux en fait qui faisaient pas le plus dangereux, mais ils faisaient partie de ceux qui vraiment se mettaient vraiment en danger pour protéger les juifs, pour faire passer tous les réfugiés de la guerre en Suisse ou en Italie, ou même en Angleterre et tout. Donc voilà, ils ont vraiment un rôle très important. Et puis la foi était quelque chose aussi de très important à ce moment de la guerre, parce que je pense que certains personnages, s'ils n'avaient pas la foi en Dieu, ils n'auraient pas eu autant d'espoir, on va dire. Enfin voilà, la religion est vraiment, vraiment très importante pour ces personnages-là, et dans l'histoire en général de cette Seconde Guerre mondiale. Voilà, vraiment très, très intéressant. Ensuite, il me reste du coup 2 livres à vous présenter. Donc j'ai lu Archibald Finch et Les sorcières disparues de Michel Guyon chez Bayard Jeunesse. Ça faisait un petit moment que je l'avais aussi dans ma palle, mais comme je vous l'ai dit, vu que là, au niveau des achats, c'est pas dingue, je me suis lancée dedans, parce que voilà, je me suis dit, allez, ce serait peut-être temps que tu le lises. Écoutez, j'ai lu dans les commentaires qui n'était pas très très joyeux à propos de ces livres. Beaucoup disent qu'il n'y a rien d'original là-dedans, que c'est l'histoire d'un petit qui est différent des autres, qui va se rendre compte qu'il est l'élu d'une prophétie, qui va réussir à faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire, etc. etc. Dans ce style-là, je suis d'accord que dans les très énormes lignes, c'est des schémas qu'on a déjà vus. Mais c'est normal, je veux dire, tous les livres suivent des schémas qu'on a déjà vus, les polars adultes, en littérature adulte aussi, les intrigues sont très 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 souvent les mêmes. Donc voilà, faut pas réduire parce que c'est la littérature jeunesse, alors toutes les histoires se ressemblent. Non, comme vous disiez, des polars de la collection noire de Gallimard, c'est le même schéma, c'est l'histoire qui va changer, mais sinon c'est les mêmes schémas. Bref. Voilà, c'est a priori un peu sur la littérature jeunesse, c'est un peu touchy avec moi. Donc,
Mis à part ce côté, oui, schéma qu'on a déjà vu avec l'histoire de un petit garçon différent des autres, qui va se retrouver à faire quelque chose de magique et qui va se retrouver être élu de quelque chose, certes, on l'a déjà vu. Mais l'originalité, moi, je l'ai trouvée absolument flagrante dedans. Parce que on va être déjà dans un monde parallèle, au monde qu'on connaît là actuellement, on va être dans un monde parallèle où tout n'est que ténèbres et que à chaque fois que quelque chose de mal, qu'une guerre éclate, qu'un meurtre est perpétué dans notre monde, et bien dans ce monde parallèle, de cette haine, de cet acte de violence, de ce déversement de sang, un monstre va naître. Et en fait, dans ce monde parallèle, il va y avoir des colonies de sorcières qui sont là pour contenir ces démons, les empêcher de venir sur Terre et ben voilà, les garder sous contrôle en fait. Donc il y a cette histoire, il y a ce côté de l'histoire là qui est très intéressante et originale, mais il y a aussi une partie historique que j'ai beaucoup aimée avec justement la chasse aux sorcières qui a eu lieu, voilà, je crois que c'est dans les années 1500. Je crois en 1400, enfin bon, je sais plus la période, les années exactes, mais voilà, on va parler de cette chasse aux sorcières, de cette peur que les femmes intelligentes et indépendantes inspiraient aux hommes, et donc ça, en fait, ce sont les grandes, les mamans, les adultes sorcières qui auraient envoyé les enfants sorcières dans ce monde parallèle pour les protéger des humains, mais en contrepartie, elles devaient se battre contre les monstres qui naissaient à cause de la violence, de la haine humaine dans le monde, enfin dans l'autre monde quoi. Et donc du coup Archibald va en fait réussir à faire marcher ce bidule truc, je vais vous parler comme ça pour pas vous spoiler, va faire marcher ce bidule truc, va se retrouver dans le monde parallèle et du coup il va découvrir tout ce monde là qui est vraiment très surprenant et vraiment dans le style de graphisme aussi et dans ces monstres. C'est très original parce que c'est très glauque et j'ai jamais lu des livres où les monstres étaient aussi bizarres. Voilà par exemple une des illustrations. C'est vraiment un livre qui est assez glauque et qui est assez sombre. Je veux dire, quand on voit l'objet livre, on s'attend à quelque chose de magique mais assez coloré avec toutes ces petites lumières, ce joli paysage et tout. Mais en fait, pas du tout. Quand vous voyez les illustrations, c'est quelque chose de très noir, de très sombre. Voilà, qui pourrait être plus lu, je pense qu'il serait parfait pour Halloween, etc. Mais ça fait quand même un petit quelque chose, un petit peu flippé, là, moi, avec tous ces yeux bizarres, là, qu'on voit dans la nuit, etc. Enfin, c'est vraiment très flippant. On va être dans une histoire de enemies to friends, je sais pas si ça se dit, parce que c'est pas des lovers, hein, c'est juste, ça va très très mal partir leur relation, et puis au final ça va devenir des amis, et c'est vraiment génial. On a toute la relation conflictuelle entre des jumeaux, parce que au final Archibald, au début du livre, va très très mal s'entendre avec sa sœur, elle va être vraiment une peste, et moi je déteste ce genre de personnage. Et en fait... vu que lui va se retrouver dans le monde parallèle, et ben elle, la sœur, elle va se retrouver toute seule de l'autre côté dans le monde des humains. Et du coup, on va suivre chacune des avancées des jumeaux, en fait. Un chapitre va être pour chacun des frères et sœurs. Donc ça installe un certain rythme très intéressant, très allaitant et vraiment vous ne sentez pas passer le livre, ça s'est passé très très vite pour moi, ça a été très très agréable. J'avoue qu'au début j'ai eu peur parce qu'il y a certains chapitres qui sont vraiment balèzes au niveau de nombre de pages. Par exemple là on est sur le chapitre 4 qui était particulièrement long et le 7 aussi. Là, par exemple, voilà, le 4, on passe de 114 à 159, donc on est quand même sur des chapitres de 40 pages. Donc moi, ça m'a fait peur au début, parce que voilà, pour un livre de 400 pages, on n'a que 14 chapitres. C'est assez pesant, mais au final, vu qu'à chaque chapitre, on change de point de vue, et ben ce suspense fait qu'on fait très vite défiler les pages, et on sent pas, en fait, ces 40 pages de chapitres. Alors que c'est quelque chose qui m'énerve, hein, que j'en ai même fait une vidéo où je disais que les longs chapitres m'énervaient. Mais là, ma foi, c'est l'exception à la règle qui a fait que ça ne m'a pas du tout dérangé.
Ensuite, dernier livre que j'ai fini hier soir, c'est Nick Blake et Le secret de la prophétie d'Angie Thomas chez Nathan. J'en ai vu beaucoup parler sur Instagram. La maison d'édition en avait fait une très belle promo. Voilà, il y avait beaucoup de choses sur les réseaux. Mais j'étais déjà passée devant une fois à la Fnac, j'avais pas craqué. Parce que cette couverture ne me plaît pas du tout. Pour moi, ça fait un peu cheap. Enfin, ça me plaît pas du tout. Je préfère vraiment les couvertures qui sont un peu plus travaillées que là voilà. Pour moi, il y a une différence de qualité entre ces deux couvertures. Et du coup, ça m'avait vraiment freiné lors de l'achat, et même pour le sortir de ma palle. Sauf que, juste avant celui-là... j'avais fini de lire Archibald Finch. Comme je vous l'ai dit, c'était très sombre, donc j'avais envie d'une lecture un peu plus pétillante, un peu plus dans le monde de magie, un peu plus coloré quoi. Donc je me suis dit, celui-là, je pense, vu l'histoire, que ça ferait totalement l'affaire. Et écoutez, c'est pas un coup de cœur, mais franchement ça l'a frôlé. Ça a été une énorme surprise, je l'avais dit en story Insta, je m'attendais pas à autant l'aimer. Je trouve que ce livre regroupe vraiment tout ce qu'il faut dans un livre jeunesse. On a de la magie, mais qui ne vient pas de suite. On a vraiment toute une première... Non, c'est pas vraiment une première partie, on va dire un quart du roman, qui va vraiment se focus sur les relations familiales, sur la présentation des différents personnages. Donc c'est l'histoire de Nick Blake, qui vit toute seule avec son papa, qui fait l'école à la maison et qui est très amie avec son voisin, qui est un parfait petit chrétien, avec son papa qui est père, et donc du coup il y a énormément de contrastes entre les deux. Et du coup j'ai trouvé cette différence de personnalité vraiment super intéressante, parce que des fois c'est ce qui en fait la meilleure des amitiés. Et du coup, j'ai vraiment adoré ces deux personnages. Ces deux personnages sont vraiment très liés, très intimes. Et comme un frère et une sœur, en fait. Et en fait, Nick, elle a vraiment ce profond désir d'avoir une famille. Mais elle n'ose pas le dire à son père parce que elle pense à lui, et elle pense au fait que si elle lui dit ça, elle a peur qu'il pense qu'il lui suffit pas, etc. Enfin voilà, elle est vraiment très attentive à ce que pourraient ressentir les autres, d'autant plus son père. Donc il y a ce côté-là qui est vraiment hyper présent. Tous les deux, donc JP et Nick ont une profonde amitié et ont la même passion pour un écrivain qui a écrit une trilogie de livres. Toute l'histoire va partir en fait de ces livres-là qu'ils ont adoré lire, et en gros tout va commencer vraiment à partir en cacahuète lors de la dédicace du 3e tome de leur série littéraire préférée. Donc on va être dans de la magie, dans le monde des Remarkables, et ça va vraiment être génial parce que ça bouge tout le temps. Il y a des choses nouvelles tout le temps, et puis surtout, c'est un livre qui porte énormément sur l'histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis. Parce que tous nos personnages principaux sont de couleur de peau noire, et ils vont être profondément touchés encore aujourd'hui par voilà, ce racisme, et on va apprendre vraiment plein de choses en fait sur le début de l'esclavagisme des personnes noires jusqu'au moment de la fin de cette ségrégation. Et donc du coup il va y avoir vraiment beaucoup de faits historiques, de citations de faits historiques, des citations de livres, de citations d'auteurs, de personnes qui ont pris part à la libération des esclaves, et c'était vraiment super, vraiment il était très complet. Le côté historique est vraiment très présent, ils vont visiter des musées, donc il y a des choses qui vont vraiment être des faits réels, comme beaucoup, mais voilà, c'est vraiment super intéressant, et j'ai envie de dire que c'est peut-être l'un des seuls, si je dis pas de bêtises, où les personnages sont des personnages de couleur.
Voilà, je veux dire, je crois vraiment que c'est le premier livre que je lis où tous les personnages ne sont pas blancs, européens, enfin bon, voilà. Voilà, je suis très contente d'avoir lu ce livre-là qui est très original et qui sort du lot, voilà, parce que on sort un peu des personnages qu'on a l'habitude de lire dans beaucoup de livres, hein. Mais voilà, vraiment très très contente. Il y a pas mal de créatures, de créatures fantastiques. On a aussi on a la présence des chiens des enfers, du monstre velu, de sorcières évidemment. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses là-dedans. Alors il faut pas trop écouter non plus tous les avis qu'on donne dessus, parce que sur Babélieu, on va vous dire que c'est une pâle copie d'Harry Potter, mais je vois pas vraiment, mis à part le fait que ils sont 3 personnages principaux, donc on pourrait les identifier à Ron, Hermione et Harry, mais citez-moi des livres de fantasy où ils sont pas minimum 3 quand ils font des quêtes à plusieurs, par exemple. Le Réveil de Feu, ils sont 5, mais au début ils étaient 3, enfin voilà, il faut pas tout, comme je l'avais dit pour la série La Sélection, faut pas comparer tout et n'importe quoi, parce que ça amène rien de bon, quoi. Et vraiment, c'est pas du tout une pâle copie d'Harry Potter, je l'ai trouvé vraiment super original et très porté sur l'histoire des personnes de couleur pendant la ségrégation aux États-Unis. Voilà, moi j'ai rien trouvé de semblable à Harry Potter, surtout que là-dedans les sorciers sont les méchants. Voilà. Écoutez, vraiment très bonne surprise pour ce bouquin-là, qui fait quand même, attention, voilà, il fait bien quand même ses 428 pages. Les chapitres sont relativement courts, on a 24 chapitres pour 400 et quelques pages, donc voilà, c'est relativement court. Mais voilà, écoutez, très bonne découverte. Ça m'apprendra à penser mal d'une couverture, parce que vraiment, pour moi, je n'ai pas trouvé ça fou comme couverture. Mais bon, écoutez, ce premier tome prévoit que de bonnes choses pour le deuxième. Le deuxième anglais qui n'est pas encore sorti en français, mais à mon avis, ça va pas tarder, je crois, de ce que j'ai vu. Et surtout, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'à la fin, du coup, du livre, vous avez vous avez un dossier documentaire justement sur la ségrégation, le début de l'esclavage du coup des Africains, plus particulièrement, hein, parce que ce sont les Européens qui vont acheter femmes, hommes et enfants en Afrique pour venir les faire travailler en Amérique, enfin aux États-Unis, et du coup voilà, vous avez tout ce dossier documentaire qui va vous apprendre toute l'histoire de manière concise, hein, pour tous les jeunes qui cherchent à se documenter là-dessus. Donc voilà, vous avez même une carte. Ça s'apparente beaucoup à ce que je vous disais du coup pour les enfants de la balle, avec les dossiers documentaires à la fin. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial d'allier ce côté pédagogie et ludique au sein du livre. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que tous ces livres vous ont donné envie. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir lu tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve, ma foi, dans... peut-être pas 2 semaines, mais dans 1 semaine, pour une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à bientôt sur la chaîne.